Sixième commandement. Au-dessus de l'amour physique, de l'amour curiosité, de l'amour passion, il y a, gardant quelque chose de tout ceci, mais ayant quelque chose de plus, l'amour affection. L'amour affection est désir physique, mais comme subordonné à une tendresse. Je n'affecterai pas de dire plus élevé, mais plus général, qui s'attache à toute la personne aimée. Signe très caractéristique, on sent qu'on l'aimerait si elle était un homme. Et Stendhal ajouterait « Mais on n'est pas fâché qu'elle soit une femme ». Et je répondrai oui, mais encore on sent qu'on l'aimerait si elle était un homme. C'est dans l'amour-affection que l'on passe quelquefois, ce qui est exquis du reste, de l'amitié à l'amour physique. On aime une laide, par exemple. On la fréquente, on est ravi de son caractère, de ses qualités morales et intellectuelles, de l'affection qu'elle a pour vous, et l'on en vient à la désirer. Sa laideur a disparu. C'est ce que Nietzsche a exprimé avec une exquise délicatesse en disant « Dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps ». Et d'autre part, il a très bien dit « L'amitié entre hommes et femmes est possible, mais il faut le concours d'une certaine antipathie physique ». Mais il aurait pu ajouter qu'à une certaine profondeur d'affection sentimentale, cette antipathie elle-même disparaît. L'affection générale entraîne un besoin d'intimité, un besoin de fusion qui emporte et dissipe l'antipathie physique, et non seulement l'âme enveloppe le cœur, mais elle entraîne et le plie à son dessein. C'est alors que le corps est vraiment un organe de l'âme, tandis que si souvent c'est le contraire qui est vrai. L'amour-affection est curiosité, mais curiosité sympathique est subordonnée à la sympathie. La curiosité dans l'amour-affection consiste en ceci qu'on cherche à connaître, mais avec la persuasion qu'on ne trouvera jamais que des choses qui redoubleront la sympathie. Aussi, l'amour-affection ne commence pas par la curiosité, il continue par elle. On commence par aimer, avec une sorte de certitude. On continue par étudier, et même passionnément. Mais avec une curiosité très analogue à celle du savant qui, cherchant la vérité, est constamment sûr que, quelque vérité qu'il rencontre, il sera toujours heureux de l'avoir trouvée. Et l'analogie est exacte, car dans les déceptions de l'amour, affection, il y a encore du plaisir. Quand on découvre une faiblesse dans la femme qu'on aime, on est heureux qu'elle ne vous soit pas trop supérieure et qu'à une faiblesse elle aura découverte en vous, vous puissiez opposer en souriant celle que vous avez découverte en elle. C'est un plaisir, disent dans ce cas les amoureux, puisque c'est une occasion de se pardonner. L'amour-affection est passion aussi, passion accapareuse, passion jalouse, passion impérieuse et docile, passion de possession et de vasselage. Seulement, c'est une passion de possession et de docilité qui sait qu'elle peut se dompter. Dans l'amour-affection, l'amant a le sentiment que, quelque profond que soit son désir de posséder, il le sacrifiera certainement au repos de celle qu'il aime. Dans l'amour-affection, l'amant sait que, quelque ardent que soit son désir d'être possédé, par tendresse pour elle et surtout pour elle et peut-être uniquement pour elle, il résistera à l'empire qu'elle pourrait prendre sur lui, si cet empire avait caractère de caprice et par conséquent pouvait être, à elle, nuisible et funeste. Je te servirai mieux de ne pas te servir. Qu'on ne dise pas que des passions qui voient si clair en elles-mêmes ne sont pas des passions fortes. Les passions les plus fortes sont celles qui sont plus fortes qu'elles. Que ne vaincrait-il pas ? Il s'est vaincu lui-même. Vous plaisantez et vous savez bien que ce ne sont pas les passions qui se domptent, mais qu'elles sont domptées par autre chose quand elles le sont. Oh pardon, ici c'est bien la passion qui se surmonte elle-même, tant elle est forte. C'est par extrême amour que l'amant se sacrifie, ou c'est avec certitude qu'il se sacrifiera s'il le faut. C'est bien par extrême amour que l'amant sacrifie son désir de sacrifice en refusant d'obéir quand il voudrait de tout son cœur être esclave. La passion ici est d'accord avec la raison, mais ce n'est pas la raison qui la mène ni la dompte, ni qui la domine. Et enfin, l'amour-affection, outre ce qu'il a des autres amours et le caractère particulier qu'il donne à ce qu'il a des autres amours, a son caractère propre, sa nature spéciale. Sa nature spéciale consiste à voir plus loin que lui pour se connaître tout entier. L'amour-affection dépasse l'égoïsme à deux, sans du reste l'oublier et en définitive en le confirmant et en le consacrant. Il vise l'union des deux âmes et des deux corps pour cette union et pour autre chose que cette union. Ni l'amour physique ni l'amour curiosité ne songent à la constance.
Ni l'amour physique, ni l'amour curiosité, ni l'amour passion ne songent à la procréation. Au contraire, évidemment, la constance gênant l'amour physique et l'amour curiosité. La procréation gênant l'amour physique, l'amour curiosité et l'amour passion lui-même. Seul l'amour affection veut la constance et souhaite la procréation. Je n'ai pas besoin de dire que la procréation résulte communément de l'amour passion, de l'amour curiosité et de l'amour physique. Je dis que la procréation n'évolue que dans l'amour affection, n'est prévue, désirée, souhaitée avec des ardeurs non pareilles, regrettée avec désespoir quand elle ne l'est pas que dans l'amour affection. C'est le caractère même le plus saillant du moins de cet amour. L'amour vrai veut se surmonter pour se prolonger dans d'autres êtres. L'amour vrai est celui d'une mère qui dans son fils embrasse son époux, et il est aussi celui d'une vierge qui dans son époux embrasse déjà son fils. L'amour-affection a, ou peut avoir, a presque toujours du reste, un autre caractère, non point plus vénérable que celui-ci, mais aussi digne de vénération et aussi significatif. Il dépasse l'égoïsme à deux en s'élevant à la conception d'un idéal commun, aimé en commun, poursuivi en commun. Pour tel, c'est précisément la perpétuité de la race, dont nous parlions tout à l'heure. Pour d'autres, c'est, à défaut de postérité, ou en outre, un idéal d'amour de l'art, de philanthropie, de religion. Il y a comme 3 degrés dans les choses d'affection, s'aimer en soi, s'aimer en un autre, et c'est-à-dire s'aimer à deux dans une affection qui vous dépasse. C'est ce dernier sentiment qui se rencontre dans l'amour-affection. Nietzsche définit ainsi cet état d'âme. Il y a bien çà et là sur la terre une espèce de continuation de l'amour, où ce désir avide que 2 personnes ont l'une de l'autre fait place, non, se complète d'un nouveau désir, à une nouvelle avidité, une soif commune supérieure d'un idéal placé au-dessus d'elle. Mais qui connaît cet amour? Qui est-ce qui l'a vécu? Son véritable nom est amitié. Et c'est-à-dire simplement, sans tant douter que cet amour puisse être vécu, que l'amour supérieur est la synthèse de l'amour et de l'amitié. Nietzsche, moins sceptique et cette fois peut-être trop affirmatif, au contraire, dit d'ailleurs « Le meilleur ami aura peut-être la meilleure épouse, parce que le bon mariage repose sur le talent de l'amitié. » Excellente parole, en ce qu'il est bien vrai que le bon mariage repose sur le talent de l'amitié. Talent délicat, difficile, et qui peut-être ne s'acquiert pas. Parole trop affirmative peut-être, parce que le talent de l'amitié ne suffit pas, et qu'il faut ici, comme Nietzsche le disait tout à l'heure, le culte en commun d'un idéal, ce qui en amitié est très bon, mais non pas nécessaire. Tel est rapidement décrit, et en ses éléments constitutifs, mais non pas en ses charmes, ce qui demanderait un autre talent que le mien, et peut-être un autre cœur, l'amour-affection. Il est extrêmement rare, la nature n'ayant pas besoin de lui pour perpétuer l'espèce. Il est essentiellement exceptionnel. Il est celui que tout le monde croit avoir senti et qu'infiniment peu ont connu. Il est l'amour même, chaque chose, comme on sait, étant essentiellement ce qu'elle n'est presque jamais. Il est l'amour même. Il ne faut point me dire que parce qu'il se dépasse, il se renonce, et que j'appelle amour ce qui est par-delà l'amour. Il admet l'entraînement physique et il le sauve du dégoût. Il admet la curiosité et il la satisfait indéfiniment. Il admet la passion et en la rectifiant il la fortifie, ou plutôt il la fortifie en la rendant rectificatrice. Mais, d'autre part, en ajoutant à l'amour quelque chose qui le dépasse tout en partant de lui et restant rattaché à lui comme à sa source, il le sauve de l'inconstance et de la satiété, et c'est-à-dire de la maladie et de la mort. Il est exceptionnel. En revanche, il est de tous les âges, comme je l'expose dans mon traité sur la vieillesse. Il convient à la jeunesse, il sied à l'âge moyen, et il est un des charmes de l'âge déclinant. Voltaire a joliment dit « Le cœur ne vieillit pas, mais il est pénible de loger un Dieu dans des ruines. » Mais il a dit aussi « On se plaît encore à table, quoique l'on n'y mange plus. » L'amour du vieillard, intolérable, il est vrai pour les jeunes femmes et aussi odieux que ridicule quand il les recherche, est simplement exquis quand il sait desipere in loco, c'est-à-dire s'adresser à une affection du même âge, et à une affection qui est née en même temps que lui et de lui. Il est tendre, il est attentif, il est pénétré des 2 sentiments les plus élyséens qui soient au cœur de l'homme, l'amitié et la reconnaissance. Il a la mélancolie douceur des choses qui finissent, des soirs tombants, des vallons,
qui voit l'ombre en croissant tomber du haut des monts. L'amour physique même ne lui est point du tout inconnu, et la caresse est d'une suavité à l'envi des fougues les plus triomphantes, que deux vieillards échangent avec un tremblement de larmes au bord des cils. L'amitié modéra leur feu sans les détruire, ils s'aiment jusqu'au bout malgré l'effort des ans. Cet amour est fait de toutes les tendresses, passées, ramassées, pour ainsi dire, dans un calice de douceur, de repos et de paix. Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise, si elle est une rose remontante et cueillie à la même branche où furent cueillies les fleurs de mai.